Bienvenue dans Zéro Excuse, deuxième édition, le podcast où on parle de sport comme on ne l'entend jamais, sans filtre. Ici, on met en lumière ce que le public ne voit pas forcément. On laisse la parole aux athlètes pour qu'ils racontent leurs histoires. Et cette fois, Tariq Mokrim est avec moi. Bonjour. Bonjour. Alors, on peut le dire, tu as vécu des hauts, des bas dans ta carrière de sportif. Une carrière parfois mal soutenue ou pas soutenue du tout d'ailleurs par les instances sportives. En tout cas, pas comme tu l'aurais mérité peut-être, et on en parlera dans cette émission. Merci d'être là. Alors déjà, première question, comment tu vas ? Ça va super, après autant de temps, je suis content de te revoir. Ça va super bien, en pleine forme. Alors, il y a un petit, avant d'aller plus loin, j'ai mis en place un petit rituel dans cette émission. Ouais. Je donne à mes invités l'occasion d'écrire une phrase en fin d'émission qui les inspire sur ce qu'ils ont vécu ou qui les motive peut-être, ou une phrase qu'ils ont envie, un mot même qu'ils ont envie de transmettre. Tu auras d'ailleurs l'occasion d'écrire la tienne à la fin de cette émission. En attendant, je te laisse découvrir celle-ci. Elle a été écrite par Armand Marchand, notre tout premier invité. Voilà, je te l'attends. Est-ce que tu peux peut-être nous lire ce qu'il fait écrit sur ce papier? Alors en anglais, never surrender. L'anglais, et toi, ça va? Ah, et demi, ça va. Donc je pense que sur deux. Ouais. voilà, ne jamais abandonner. Ouais. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, une phrase comme celle-là? Ouais, ça m'inspire beaucoup de choses parce que ça a été une philosophie durant une grande partie de ma carrière. Jamais abandonné. Je veux dire, face à ma maladie, aux difficultés que j'ai pu avoir pour revenir au haut niveau, face aussi aux désillusions que j'ai pu avoir aussi. Donc cette phrase, ouais, elle a beaucoup de sens et elle signifie beaucoup. Elle pourrait résumer peut-être ton parcours? Ah ouais, totalement. Là, je sais pas si vous l'avez fait exprès ou quoi, mais c'est vraiment... Ah, il savait même pas qui était le prochain invité. Non, c'est vraiment ce qui peut traduire un peu tout ce que j'ai vécu, ouais. Alors, on le sait, ancienne athlète désormais, bien que, on en parlera d'ailleurs dans cette émission, on va peut-être revenir sur tes débuts. Comment et quand est-ce que tu as su que tu voulais être coureur, que tu voulais être athlète? Alors, ouais, ça remonte. Je crois que j'étais en 5e primaire, 6e primaire. Je faisais en fait des jogging, jogging de Verviers, à Terre-École. Et c'est là qu'en fait, on voyait que j'avais un potentiel. J'arrivais souvent en premier ou sur le podium. Et donc, ma prof de sport de primaire m'avait poussé à faire de l'athlétisme parce qu'elle avait vu que j'avais un talent. Et du coup, ma maman aussi l'avait remarqué et elle me poussait aussi à me diriger vers l'athlétisme. Le problème, c'est que mon papa était entraîneur de foot. C'était mon entraîneur de foot et qu'il voulait absolument que je reste dans le football. Donc, ça a été la petite guéguerre comme ça à la maison pendant quelques mois, on va dire. Et un jour, je suis tombé sur un reportage sur France 2 qui parlait de Hicham El Guerrouj, grand athlète marocain qui a encore le record du monde sur 1500 mètres. Et quand j'ai fini le reportage, je me suis retourné vers mes parents et je dis ça y est, je veux faire comme lui, je veux devenir comme lui. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'athlétisme. Avec une déception du coup pour papa? Ouais, mais ça va. Dès qu'il a vu qu'il y avait des résultats et que j'étais épanoui, il était très content. Et qu'est-ce qui te plaisait finalement dans ce sport à l'époque? En fait, c'est un sport, c'est un sport où on est tout seul. Donc tes performances vont dépendre que de toi-même et pas de toute une équipe. Au football, tu peux être très performant si les autres ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Tu peux perdre un match comme le gagner. Et quand tu es tout seul, ça dépend que de toi. Et le fait de tenir mon destin en main, c'est ça qui me plaisait, quoi. Et t'as su rapidement que ça pouvait devenir sérieux, parce qu'on sait, ça l'est devenu évidemment très sérieux. T'as su rapidement que tu pouvais aller là où tu as été? Ah oh, non, moi j'étais déterminé. Moi j'avais un objectif, c'était de devenir comme Hicham El Guerrouj. Donc dès que je suis arrivé, moi je prenais tous les entraînements au sérieux.
même les premiers entraînements où on faisait que des footings ou des PPG, des petites techniques ou des petites lignes droites. Moi, je faisais tout à fond. J'étais vraiment très pris au sérieux. Et puis, c'était mon premier entraîneur, Stéphane Dimiterko, qui m'expliquait que voilà, qu'il y avait des moments où il fallait être un peu plus cool, des moments où il fallait un peu plus donner. Donc, il m'a un peu expliqué la gestion, je veux dire, d'une séquence d'entraînement. Et voilà, mais oui, si, j'étais vraiment déterminé. Et un peu tête brûlée alors du coup. Non, 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 très à l'écoute. Hein. J'étais très à l'écoute. Je savais très bien qu'il y avait des entraîneurs et des personnes qui étaient autour de moi et qui pouvaient me permettre d'atteindre mon rêve. Ça, déjà tout jeune, je comprenais que voilà, il fallait écouter exactement ce que les entraîneurs et le staff disaient pour que je puisse arriver à mon objectif. Alors, on sait évidemment qu'en tant qu'athlète, enfin déjà en tant qu'athlète de haut niveau, n'importe quel sport, on sait que la discipline et l'envie, enfin parfois c'est difficile. Ici, en tant que jeune, tu avais l'air hyper mordu. Tu disais toi-même, il fallait que tu bouges absolument tout le temps. Ça ne t'a pas semblé par moments difficile, dur, ces entraînements? Parce qu'en plus, surtout en course à pied, surtout en tant qu'athlète, tu l'as dit toi-même, on peut vraiment compter que sur soi-même. Non, pas du tout. Comme je disais, j'étais vraiment un mordu. J'avais des rêves plein la tête et je sais que je voulais y arriver. Donc, je savais très bien qu'il fallait que je m'en donne les moyens. C'est vrai que c'est une jeunesse un peu où je veux dire, les sorties avec les amis, etc., sont limitées. Il y a des choses que mes amis faisaient et que moi, ben, je préférais ne pas faire parce que j'avais entraînement le lendemain ou qu'il fallait que j'aie mes heures de sommeil, etc. C'est un choix de vie. Avec le recul, je dirais, avant, je parlais de sacrifice, mais je ne dirais enfin, je parle plus maintenant de sacrifice, j'aime pas trop ce mot-là parce que c'est quelque chose que je faisais ça de mon plein gré et pour moi, c'était pas un sacrifice. Je le faisais parce que je sais où je voulais y aller et j'étais déterminé pour. Donc, c'était naturel pour moi. C'est voilà, tu parles justement de sacrifice. C'est compatible à ce qu'il n'y en ait pas avec une carrière de haut niveau, selon toi? Ou bien inévitablement, un athlète de haut niveau, peu importe le sport d'ailleurs, il est obligé à un moment donné de faire quelques sacrifices, soit sur sa jeunesse, sur les sorties ou autre? Si, à un moment donné, oui. Hein, plus tard, enfin, je l'ai compris un peu plus tard lorsque j'ai rencontré par exemple mon épouse et qu'on s'est mariés, etc. J'étais encore athlète de haut niveau. Ben voilà, j'ai très bien compris qu'il fallait que je fasse un peu des sacrifices. À ce moment-là, voilà, je ne suis plus tout seul, on mène une vie à deux. Et l'athlétisme de haut niveau, c'est vrai qu'il faut être un peu égoïste. Il faut penser à soi-même, pour pouvoir être performant, que ce soit au niveau des entraînements, ça va être la récupération, parce qu'il y a aussi l'entraînement invisible, ou tout ce qui est récupération, alimentation, etc. Les stages à l'étranger. Donc oui, c'est le fait de ne pas passer trop de temps avec mon épouse ou ma famille. Ouais, ça, je peux dire que c'était des sacrifices. À ce moment-là, ça a commencé à devenir des sacrifices. On est très famille chez nous, donc ça a commencé à devenir un peu plus dur. Il y a des événements comme mariage de ma sœur, etc., où j'ai pas pu être présent parce que j'étais en stage. Ça, oui, on parle de sacrifice à ce moment-là. Ouais, ouais. Et ça, justement, c'est important d'avoir une famille et d'avoir des proches qui comprennent tout ça, bien que on imagine que ça ne doit pas toujours être simple parce que ben, ils ne sont pas dans ta tête, mais les savoir auprès de toi, j'imagine que c'est essentiel. Ah, c'est super important, hein, super important. Si on tombe sur une personne qui comprend pas ou les gens de ton entourage qui comprennent pas ce que tu fais, ça va te perturber psychologiquement. Et on sait très bien que dans le sport de haut niveau, le mental, c'est ce qui fait pratiquement tout. Si on n'a pas le mental, on peut être très fort physiquement, on peut très bien passer à côté de son objectif. Donc c'était super important que ma famille et mes proches comprennent ce que je fais. Et mon épouse aussi, quand on s'est rencontrés, un peu briefé sur ce que je faisais, etc. Et elle a très bien compris et elle a été vraiment patiente. Ouais, ouais. C'est ça, le mental, finalement, c'est... Enfin, il faut en avoir une sacrée part. Ça a toujours été quelque chose d'inné chez toi, le mental, ou bien ça s'est travaillé justement au fil des années? Non, non, ça s'est travaillé. Ça s'est travaillé. Moi, là-bas, j'étais un petit garçon très timide. Et voilà, il a fallu le temps. Quand j'ai commencé l'athlétisme, il a fallu le temps en fait que je me forge vraiment un caractère. Il a fallu que je voie des préparateurs mentaux pour qu'ils puissent travailler avec moi parce que en compétition, en fait, c'était marrant parce que quand je démarrais une course, inconsciemment, je me mettais derrière parce que je me disais que ma place était là, à la place de batailler devant. Et il a fallu que je travaille ce mental pendant au moins 2 ans. Et je me suis vraiment forgé une carapace et vraiment un mental d'enfer, quoi. Donc, il a fallu le temps et j'y suis parvenu, quoi.
Et comment ça se travaille, justement, le mental? C'est tous des petits exercices qu'on a mis en place avec un préparateur mental. Donc c'était à ce moment-là, c'était Fabrice Desanet avec qui je travaillais. Et puis mon coach aussi de l'époque qui nous a quittés il y a peu, c'était Henri Salavarda. Lui aussi, il a été très dur, mais c'est vrai qu'avec le recul, je comprends pourquoi il était comme ça. Et puis voilà, ça se travaille au quotidien. Ça se travaille vraiment au quotidien. Alors, la course à pied, ça reste un sport, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, où une certaine rigueur est obligatoire. Là, on l'a compris, ça t'a jamais bloqué à un moment donné? Tu l'as dit, et d'ailleurs, au tout début, toi, tu avais envie de bouger tout le temps, mais s'il y a des fois, peut-être, où tu te dis, ah non, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller m'entraîner, ou t'as pas connu de phase comme celle-là? Non, non, j'ai pas du tout connu de phase comme celle-là. Moi, comme je te disais, chaque année, on avait des objectifs avec des championnats, etc. Et je voulais tout le temps faire partie des meilleurs. Et je savais très bien que si je voulais devenir meilleur, voilà, je devais m'entraîner. Et c'est quelque chose voilà, qui me faisait pas peur. J'étais prêt. Maintenant, quand on parle de maintenant, le Tariq de maintenant, où j'ai pas trop d'objectifs, j'ai plus rien. C'est vrai que des fois, je me dis, je vais courir. Et puis, ouais, non, j'ai pas trop envie. La motivation n'est plus là parce que j'ai plus d'objectifs. Et je suis devenu comme monsieur et madame tout le monde, où on a de temps en temps des petites baisses de régime. Mhm. Donc, mais à ce moment-là, quand j'étais athlète, non, je savais pourquoi je me levais, je savais pourquoi je courais, et rien ne pouvait m'arrêter à ce moment-là. Et puis grâce à tout ça, tu as atteint les championnats d'Europe d'abord en 2014 et la finale surtout. C'est le moment où finalement tout le monde, en tout cas toute la Belgique, connaissait enfin Tariq Moukrim. Nous, on te suivait déjà à l'époque sur Védia C'est ça. et Télévèzre d'ailleurs au début. Et puis là, en l'occurrence, c'est encore autre chose. Là, tu t'es dit, ça y est, je suis arrivé, ou tu voulais encore forcément aller plus loin? Non, il y avait déjà c'était une grande étape d'arriver finaliste au championnat d'Europe alors que le niveau était déjà assez relevé. C'était des années de travail. À ce moment-là, je crois que ça faisait 3 ans, 4 ans que je m'entraînais. Ouais, 3 ans que je m'entraînais avec Henri Salavarda et il me disait qu'il fallait être patient, qu'à un moment donné, tôt ou tard, ça allait payer. Donc j'ai toujours cru en moi et puis voilà, je savais très bien quel chemin se prenait et où on allait atterrir avec mon coach. Et c'était une première étape, c'était vraiment se positionner, montrer qu'on était là au niveau européen. Et dans la foulée, c'était arriver au championnat du monde et puis les Jeux Olympiques qui avait, je crois que c'était l'année d'après ou 2 ans après, il y avait les Jeux Olympiques de Rio. Donc c'était vraiment la première étape, les championnats d'Europe et crescendo monter en puissance. Et ça, on y croyait vraiment et on savait qu'on allait y arriver. Tu parlais de patience pour quelqu'un qui, justement, vous voulait tout le temps bouger. C'est pas compliqué, la patience? Si, c'est très compliqué. Très compliqué, mais j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui avait les bons mots, au bon moment, et qui savait tout le temps me donner, je veux dire, l'envie à chaque fois. Même, par exemple, si je ratais une course, voilà, je passais à côté, ben, il avait toujours les bons mots, le juste, etc., pour qu'on puisse repartir de plus belle. Et c'est vrai qu'avec le recul, après chaque peut-être déception, enfin, je parle, c'est un grand mot à dire la déception, mais on ne peut pas tout le temps réussir nos courses. Moi, comme je le dis toujours, et c'est mon entraîneur qui me le disait, il me disait sur 10 courses, il m'a dit tu vas en réussir 3. Il y en a peut-être 5 qui seront bien faites sans plus, et tu en as 2 que tu vas rater. Et c'est comme ça. C'est une saison, c'est comme ça. Et voilà, je l'ai accepté. Et à chaque fois, si je ratais quelque chose, je dis ok, ça va, ça fait partie des 2. Ok, celle-là, elle est moins bien, ça fait partie des 5, celle-là, elle est bien. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on a évolué, et je repartais tout le temps au charbon, avec l'envie. Alors, ces championnats d'Europe, justement, tu finis 8e, c'était à Zurich. Performance, évidemment, hyper importante dans ta carrière. Et puis, peu de temps après, on te diagnostique un cancer. Tu étais justement en pleine ascension. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été très dur parce qu'il y a eu les championnats d'Europe qui sont terminés en septembre et puis j'apprends que j'ai un cancer, je crois, quelques mois après. Donc, j'ai même pas eu le temps vraiment de savourer Mhm. ce nouveau statut que j'avais. Ça a été une descente aux enfers. Je me suis dit non, pas maintenant. Après tous les sacrifices que j'ai faits, la bataille que j'ai menée, etc., j'ai toujours cru en moi. Et enfin, je peux toucher. Voilà, le rêve commençait un peu je commençais à toucher mon rêve vraiment timidement, mais en me disant, voilà, c'est la première étape, les championnats d'Europe, et la suite va arriver, parce que c'est vrai qu'avec le coach, on s'était fixé les championnats du monde et les Jeux Olympiques qui arrivaient les années juste après.
Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour? Et c'est vrai qu'on se remet en question. Mais après, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et il faut l'accepter. Il m'a fallu pas trop longtemps pour l'encaisser. Et puis, grâce à ma foi, nous, on est voilà, une famille musulmane, on croit en Dieu, etc. Et on se dit que voilà, rien n'arrive par hasard. Et puis, je me suis dit, c'est une épreuve et il faut que je la surmonte. Et je la surmonterai et je reviendrai au plus haut niveau. Le plus dur, c'était quoi? C'était finalement cette peur, l'incertitude peut-être aussi, ou la douleur peut-être Le plus dur, sincèrement, c'est en fait le regard qu'avait ma famille. Ça a été très difficile de les voir tristes. Voilà, c'est quelque chose que je ne supportais pas. Et puis, voilà, il m'a fallu du temps aussi pour l'accepter. J'ai un peu discuté avec eux en disant que voilà, voilà, que ce qui m'arrive, voilà, que c'était la vie, c'était comme ça et maintenant qu'il fallait sourire, aller de l'avant et que je savais que je pouvais encaisser et que j'allais avancer et revenir et combattre cette maladie et aller, enfin, revenir sur l'athlétisme et puis voilà, donc j'étais prêt à me battre face à cette maladie pour la mettre derrière moi et avancer et aller chercher, je veux dire, mon rêve. Ouais. Alors, on l'a bien compris, tu as vite voulu évidemment repenser à l'athlétisme et la suite de tes rêves, mais est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit, en fait, là, c'est terminé, il n'y aura plus d'athlétisme dans ma vie après Pas ça? du tout. Non, pas du tout. Je crois que la première chose, en fait, quand on m'a annoncé comme quoi j'avais un cancer, la première chose que j'ai demandé au médecin, c'est OK, ça va, OK, est-ce que je peux recourir bientôt? Parce que c'était la première chose, vraiment. Il m'a regardé, Monsieur Moncrime, voilà. Et il rigolait, enfin, il était un peu, il me dit, la première chose, c'est d'abord de voir un petit peu ce qui se passe. On va sûrement faire de la chimio. Donc, il dit, il y a d'autres choses, il y a d'autres priorités que la course à pied. Mais non, moi, j'étais déterminé. Et c'est vrai qu'au début, on m'avait un peu écarté de la piste. Mais mon staff médical a très vite compris que j'avais besoin de ça. Et en fait, ils m'ont laissé, je veux dire, participer, entre guillemets, à quelques petits entraînements, etc., sous contrôle. Et donc non, j'avais tellement cette envie de réussir que même en étant malade, j'étais sur des pistes d'athlétisme, à la musculation, ouais, je suis parti même sur Paris voir des spécialistes pour faire une préparation physique, etc., adaptée Mhm. voilà, pour la réathlétisation. Donc, je sais pas à quel point, enfin, si tu te rends compte voilà, de l'envie que j'avais de Oui, réussir, oui. enfin, c'était juste incroyable. Et mon oncologue, c'est Francesca Cervo, enfin, disait à mes parents, elle me disait, en fait, il a tellement envie de réussir en athlétisme, c'est ce qui va peut-être l'aider en fait C'est à ça. passer cette maladie. C'est ça. Pour toi, ça a vraiment aidé à la guérison, finalement, le fait de poursuivre et de continuer dans l'athlétisme Ouais, malgré tout. c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, comment on tient le coup, justement, en tant que sportif ou pas, hein, d'ailleurs, quand on vit des moments comme celui-là, on l'a entendu, la foi, la famille, joue pour beaucoup, mais comment on tient le coup face à tout ça? Parce qu'on démarre un peu dans l'inconnu avant de savoir un peu vers où on va. L'annonce, tu l'as dit, ça a été un choc. Et puis la suite, comment est-ce qu'on tient? Moi, j'ai vite compris qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas contrôler. Il fallait faire, de temps en temps, il fallait lâcher prise. Et il fallait se laisser porter par l'amour de sa famille, l'amour de ses amis. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai pu tenir et que j'ai pu surmonter ce mauvais temps, quoi. On a une autre vision aussi peut-être de la vie et peut-être même du sport Ah à ouais, ce ouais, moment-là. si, hein, si, totalement, totalement. Après, voilà, chaque chose que je le faisais avec les tripes, avec l'envie, avec amour. T'as une vision de la vie qui est différente. C'est ça aussi. Maintenant, c'est vrai que bah voilà, si je prends maintenant, c'est vrai que je suis indépendant, je fais énormément d'heures. Et puis, des fois, j'en parle avec mon papa et il en rigole. Mais je lui dis, papa, est-ce qu'on est venu au monde pour travailler, oui, 10 heures par jour? Enfin, enfin, c'est des choses. Peut-être parce que j'ai été malade et que, voilà, que je comprends vraiment le sens de la vie. Mais je me dis, mais à un moment donné, enfin, tu vois, enfin, c'est malheureux. Enfin, c'est fou. Il y a des choses beaucoup plus importantes qui devraient être nos priorités, c'est-à-dire la famille, nos enfants, les ceci, cela, et vraiment profiter de la vie.
Et c'est vrai que moi, je remets tout ça en question et il y a tout qui chamboule, même maintenant, à l'heure actuelle, hein. Mhm. Il y a des décisions que je vais prendre, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais décisions que je prends dans ma vie, etc., qui font que bah, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de voir mes enfants grandir et j'ai pas envie de rester dans ce système qui nous pousse à la surconsommation, qui nous pousse à nous enrichir et qui nous pousse, ouais, non, ça c'est... Voilà, je suis pas venu au monde pour ça. Et en tant que compétiteur vraiment sportif, ça a changé quelque chose aussi? Ouais, 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 si, hein. Moi, après, c'était la rage de vaincre. C'était la rage de vaincre. Je me suis dit, voilà, le cancer a gagné une bataille, mais pas la guerre. Donc, pendant des années, je crois qu'il m'a fallu 8 ans Mhm. avant de me requalifier à un grand championnat. Pendant 8 ans, je me suis battu. Et chaque année, ben, en fin de saison, je me disais, ah, ok, ça va, encore un poids pour elle. Et je me dis, mais c'est pas fini. Tant que mon cœur y bat, je me dis, je vais me battre jusqu'au bout. 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, c'est difficile parce qu'il y a les sponsors qui te lâchent, la fédération qui te lâche, et puis après, ben, commence un peu à nous mettre aux oubliettes. Et puis, moi, j'y crois encore. Je me dis non, j'ai un rêve, je vais le garder, je vais le protéger, je sais ce que je fais, je vais me battre, je vais me battre. Puis après, ça commence à un peu devenir dur lorsque la famille aussi commence à s'y mettre. Et je le comprends tout à fait, hein. Mhm. À un moment donné, ouais, Tarek, qu'est-ce que tu ne devrais pas faire ça, ou ces études-là, ou faire ça, ou une formation. Mais j'y croyais, je disais non, non, non. Donc je suis parti, après Henri, je suis parti en France pour essayer de me reconstruire. Et puis je suis revenu en Belgique, puis je suis reparti à Toulouse, aussi en France. Donc moi, j'y croyais à 100%. J'y croyais vraiment à 100%. Et c'était vraiment une bataille. Et il fallait que je revienne au haut niveau pour pouvoir me dire, bah, en fait, ça y est, j'ai gagné, je suis libéré. Et c'était vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça qui t'a poussé, parce que 8 ans, c'est vrai, 8 ans comme ça, c'est Ouais, énorme. ouais, non, c'est énorme. Quand je me suis qualifié, c'est là que j'ai regardé derrière moi et je me suis dit, mais en fait, j'ai patienté pendant 8 ans. Je me suis battu pendant 8 ans. Et je ne saurais même pas te dire exactement comment est-ce que j'ai fait. Après, enfin, je te donne j'ai donné des petits détails, mais vraiment, l'envie, elle devait être tellement grande, en fait, de me dire pendant 8 ans, chaque année, recommencer, repartir de zéro et repartir et sur des préparations et ceci, cela. Donc, je sais pas. Ça m'a transcendé, en fait. C'était vraiment une mission. J'étais en mission, en fait. J'étais vraiment en mission. Montrer toutes les personnes qui étaient, bah, qui sont atteintes aussi je parle du cancer, mais n'importe quelle maladie, ou qui sont dans une phase où ils sont plus bas que terre, voilà, que si on a vraiment l'envie et qu'on se donne les moyens, on peut réussir. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que si tu te dis, là, aujourd'hui, bah, dans 8 ans, je vais faire ça. Ouf, ouais. Là, je sais pas si je dirais qu'on y va, quoi. Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, bah, tu as réussi, puisque tu l'as dit, tu es revenu à un haut niveau, de nouveau qualification au championnat d'Europe. Et puis là, c'était encore une autre histoire. Il y a cette histoire, tu l'as dit, voilà, le système au niveau des fédérations. Alors, on a connu ton combat sur la piste, on a connu ton combat contre la maladie. Il y a un autre pan important aussi de ton parcours, c'est justement ce rapport avec ce système sportif belge. Et tu as parlé publiquement de l'expérience que tu avais avec cette fédération. Est-ce que tu peux justement expliquer ce qui t'a le plus frustré à ce moment-là? Pour petit rappel, si je ne me trompe pas, tu te qualifies pour les championnats d'Europe D'Europe, ouais. encore, après 8 ans, on vient le dire. Tu n'atteins pas la finale. Et là, pour toi, tu sais presque que la prochaine décision, ce sera peut-être d'arrêter ta carrière. Ouais, je ne le savais pas. Franchement, la décision de fin de ma carrière, c'était au micro de David Bertrand que j'ai pris cette décision-là. Ça a été difficile parce que j'avais plus d'aide, plus rien pendant les 6 ans. Après, voilà, ouais, pendant 2 ans, ils m'ont encore aidé. Et puis après, bah, je peux encore comprendre que quand on fait plus de résultats, bah, on n'est plus aidé. Ça, ok, je le comprends, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres athlètes qui font des performances, ils ont besoin d'aide. Ok, ça va, il n'y a pas de souci. Donc, je me suis battu avec mes armes, avec les mêmes moyens, avec l'aide de ma famille, des amis, du club de Serein, du club de Metz en France, etc. J'ai pu trouver aussi une petite structure d'entraînement avec des potes d'athlétisme qui m'ont aidé aussi. Des petits sponsors par-ci par-là, mais c'était vraiment minime pour aller chercher le haut niveau. Et puis voilà, il a fallu taper dans les économies. À ce moment-là, ça commence à devenir un peu difficile, mais voilà,
j'étais prêt à tout faire parce que je savais que j'allais revenir. Et vraiment, lorsque je me qualifie, je suis heureux parce que je me dis, enfin, tout va devenir plus facile. Mhm. Donc j'ai vécu 8 ans où j'avais plus rien, enfin, c'était vraiment compliqué. Mais là, je suis de retour. Ouais, je suis de retour et je me dis, bah, après, bah, voilà, je représente la Belgique au championnat d'Europe. C'est quand même un championnat international. Enfin, voilà, Mhm. tu portes le maillot de la Belgique, c'est une fierté, etc. Et tu dis, bah, ok, tout deviendra plus simple. Et c'est vrai que j'étais super heureux. Je me dis, ça y est, je vais aller au championnat d'Europe. Et puis après, bah, on va discuter, on va voir les aides. Et puis, il y avait les Jeux Olympiques 2 ans après. Donc, je me dis, c'est super, quoi, tu vois, c'est génial. Et mon entraîneur aussi, qui était à ce moment-là, c'était un Français, Sébastien Gamel, croyant en moi, il me disait, Tariq, c'est le début de quelque chose. Et les Jeux Olympiques, on va y aller, tracasse pas. Donc, super. Et je rencontre, donc quand je vais à Munich, je rencontre à ce moment-là le directeur technique. J'ai une petite discussion avec lui sur le hall de l'entrée de l'hôtel et je lui demande, ok, voilà, maintenant, comment ça se passe et concrètement, on me dit, ben voilà, si tu n'atteins pas enfin, le top de finaliste, je crois que c'est top 8 ou top 12, je ne sais plus, il faut absolument faire ça si tu veux avoir quelque chose, une aide. Je dis, ouais, ça va, ok, pas de souci. Déjà là, je trouvais, enfin voilà, c'est vrai que c'est des discussions qu'on aurait pu avoir après. C'est pas la bonne idée, je veux dire, entrer dans le championnat, de parler de ça, mais Mhm. je veux dire, c'est pas ça qui m'a fait passer à côté de ma course. Hein. Loin de là, je trouve pas d'excuses. Et donc je me dis, bah ça va, ok, pas de souci. J'avais quand même une petite rancœur, une petite haine, parce que je me suis dit, je suis ici à Munich, championnat d'Europe, et en fait, je dois tout à moi-même parce que j'ai pas été aidé par cette fédération, en Mhm. fait. Mhm. Aucune nouvelle, pas de message, pas rien du tout. Enfin, on nous a laissé là et c'est un peu un système qui te donne quand tu réussis. Et puis après, on te demande de les remercier. Ben, moi, comme j'ai dit, si on nous donne quelque chose, c'est que c'est un droit. On ne le doit à personne. C'est vraiment l'athlète qui est sur la piste, qui se donne corps et âme. Il fait des résultats. Le système est obligé de lui donner. Donc ça, c'est super important de le comprendre. Parce que, et donc voilà, je fais ma course. Mais franchement, j'étais tellement heureux d'être là. Mais je regardais les photos, les vidéos, j'avais la banane, mais j'étais super content. J'étais sur mon petit nuage. Je passe totalement à côté parce qu'en fait, j'étais dans ma bulle. J'étais tellement heureux d'être là que Trop euphorique, peut-être. trop de bonnes ondes en fait. Et voilà, j'ai pas réussi à trouver On cette peut pas t'en hargne. vouloir. Ouais, c'est ça, cette hargne, ceci, cela. Donc voilà, je passe à côté de ma course. Et c'est vrai que même après, avec mon coach, ce qui est marrant, c'est quand il me dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Je savais pas lui raconter qu'est-ce qui s'est passé en fait, sur 3 minutes. J'étais tellement dans ma bulle, tellement euphorique, etc., que je suis passé, voilà, totalement à côté. Et à ce moment-là, je savais très bien, vu que voilà, j'atteins pas la finale, je savais très bien que, encore une fois, c'est mort. Je vais pas avoir de contrat, rien du tout, pas d'aide. Et à ce moment-là, ben, je vois David Bertrand qui m'arrête pour parler au micro de la RTBF. Et en discutant, c'est là qu'il me lâche, qu'il me dit, bah voilà, c'est un renouveau, c'est super ce que tu as fait, c'est un renouveau, c'est le début d'une nouvelle carrière. Bah, et je pense que c'est à ça que beaucoup Ouais, pensaient en te si. voyant revenir. Ouais, mais moi aussi, quand je suis venu à Munich, c'était pour ça. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, non, j'ai vécu des années difficiles. Je me suis dit, c'est pas pour repartir encore sur des années encore plus compliquées. Et là, justement, il se passe quoi dans ta tête, sachant que personnellement, tu as vécu quelque chose de très difficile avec la maladie, que tu as surmonté, tu es revenu. Et puis là, finalement, c'est quelque chose totalement indépendant de toi. Tu n'es pas maître de ça. C'est un système qui l'a décidé finalement pour Ouais, toi. ouais, ouais. Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Il se passe rien. La première chose, mais ça s'est vraiment fait en une fraction de seconde. Vraiment, les gens pensaient que j'avais déjà ça dans la tête et tout, mais Mhm. non. Même mon coach n'était pas au courant. Ah oui. Ah non, personne n'était au courant. Mes parents n'étaient pas au courant. Mon épouse, personne. C'est vraiment une décision que j'ai prise sur l'interview, quoi. Et c'est vrai, quand il m'a posé cette phrase-là, on le voit bien sur l'image que je lève la tête, je réfléchis, mais c'est Mhm. vraiment. À ce moment-là, mon épouse était enceinte. J'attendais, voilà, petit garçon, etc. Et je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. On a tellement puisé dans nos réserves qu'à un moment donné, il faut que je subvienne aux besoins de mon fils, quoi, quand il va arriver. Mhm. Et c'est là que j'ai dit, voilà, moi je pense que j'ai tout donné pour le sport belge. J'ai fait tout ce qu'il fallait.
au détriment des fois de ma famille, ouais, si. Et je me suis vraiment dit, ça y est, stop. À un moment donné, il faut que je profite de la vie, il faut que je profite de ma famille. Je pense qu'il y a des choses, comme ce que je te dis, il y a des priorités dans la vie. Et je pense que c'est le fait d'être malade, d'avoir eu cette maladie qui m'a fait penser comme ça. Et je dis, ouais, stop, on arrête là. Si ce système n'est pas performant pour un suivi d'athlète de haut niveau, je vois pas pourquoi je vais gâcher ma vie pour ce système, quoi, qui est mal mis en place. Et tu n'as jamais douté finalement de tout ce retour. 8 ans, on l'a dit, c'était long. Après, tu dis, voilà, j'arrive au championnat d'Europe. Malheureusement, à cause du système, je prends la décision d'arrêter. Tu t'es jamais dit, j'ai fait tout ça pour rien? Ou que non, au contraire, personnellement, la victoire était quand même là? Non, non, si, la victoire était là. La victoire était là. La victoire était là. C'est comme j'avais dit, interview juste avant les championnats d'Europe. J'ai encore une bataille à mener. C'était vraiment faire passer un message. Vraiment, voilà, c'était faire parler de mon histoire, montrer que moi aussi j'étais plus bactère et qu'avec la volonté et l'envie et la hargne, on pouvait déplacer des montagnes. Et c'était vraiment ça, et je me sortais, mais j'avais plus de poids. En fait, je suis arrivé avec peut-être un poids sur les épaules, et lorsque j'ai fini, je me suis dit, moi, ma mission, elle est finie, en fait. J'ai fait passer un super message, et j'espère que j'ai aidé des personnes qui sont dans une mauvaise phase. Mais pour moi, ça y est, la boucle a été bouclée. Et cette décision, tu l'as dit, tu la prends en une fraction de seconde. Personne n'était au courant. Tu ne l'as jamais regretté? Parce que c'est vrai, là, c'est en live, c'est après une course. Tu l'as dit, tu es au micro de la RTBF. Tu t'es pas dit, après coup, après en avoir parlé peut-être avec ta famille, ils t'ont pas dit, mais t'es fou, fais pas ça maintenant? Enfin, comment ça s'est passé peu de temps après cette décision? Directement après, j'ai eu... Je rigole parce que ça a surpris tout le monde. J'ai eu ma manager, Lina Simon, qui est directement venue. Mais non, t'es dingue, qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que c'était une blague. Et puis mon entraîneur aussi. Juste après la course, il n'a pas entendu une interview. Enfin, c'était juste après la course. On s'installe, on discute de la course. Et c'est là que je lui dis... Ah oui, dit, au ouais. fait... C'est ça, c'est vraiment ça. Je dis, oui, voilà, j'ai annoncé ma fin de ma carrière. Il m'a dit, comment ça? J'ai dit, ouais, si, tu verras ce soir sur les vidéos. Et c'est vrai que le soir, il me contacte parce qu'on était à des hôtels différents. C'était un coach français. Il me contacte, mais Tariq, t'es sûr de ta décision? Il m'a dit, tu sais quoi, retourne en Belgique, pars demain. Parce que normalement, je devais rester. Il m'a dit, pars demain, retourne en Belgique. Parce qu'il m'a dit, là, t'es vraiment pas dans une bonne atmosphère. Il m'a dit, reprends un billet, repars. Et souffle à bon coup et on en reparle quand je reviens. Mes parents, ils l'ont directement compris parce qu'ils ont vu... oui, ils te connaissent. Voilà, si, ils ont vu ce que j'ai vécu pendant toutes ces années pour revenir. Et ils m'ont dit aussi, on n'a pas encore envie de te voir refaire la même chose, quoi, souffrir pendant combien d'années. Et puis, je regrette pas parce que je sais que ce système-là, il est toujours en place et c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et voilà, donc ça confirme en fait, vu que ça n'a pas bougé, ça confirme en fait le choix que j'ai fait. Alors peu de temps après, en plus, je pense que tu fais une lettre ouverte Ouais. À la ministre des Sports de l'époque. Tu voulais vraiment rendre ça public, peut-être pour aider d'autres athlètes aussi, ou pour essayer à ta façon de faire bouger les choses? Essayer de faire bouger les choses, parce que je me dis, voilà, ok, moi c'est trop tard, c'est fini. Indépendamment de ma volonté, on m'a poussé un peu, comme tu le disais, c'est le système qui m'a poussé à prendre ces décisions. Je me suis dit, ok, moi, voilà. Et je te citerai d'autres athlètes. Hein. Fanny Smat, une perchiste aussi, qui a eu des problèmes, qui a arrêté l'athlétisme à cause de ça. Abdelhadi El Hachimi, qui devait aller aux Jeux de la Paix et qu'on ne l'a pas emmené. Voilà, il a arrêté sa carrière à cause de ça. Il y en a plein, il y en a plein. Et je me suis dit, voilà, moi je fais partie de cette liste maintenant. À un moment donné, il faut dire stop. Il faut dénoncer ce qui se passe. Et on essaye de trouver des solutions. Et puis après, moi, j'espère que les futurs athlètes qui vont monter, ils seront bien encadrés. Malheureusement, ça ne change pas. J'ai été reçu par la ministre des Sports. Ok, avec tout le respect que je dois à la ministre des Sports, discuter. Mais le problème, c'est qu'on discute avec des personnes qui ne sont pas compétentes dans le sport de haut niveau. C'est ça. Ils sont compétents dans d'autres domaines. Mais je parlais avec des personnes qui ne connaissent pas le sport de haut niveau.
Et Donc on qu'est-ce a qu'on beau te se perdre. répondait justement quand tu évoquais tout ça, voilà, 8 ans de combat après la Ouais, maladie, tu reviens au on me plus haut niveau, félicitait. on te répond quoi de ça? Parce que Ouais, c'est c'est... félicitations, c'est bien, génial, ok, mais ça va. Mais ouais, le problème, c'est ça, l'aide, on représente quand même la Belgique. Et j'étais pas le seul au championnat d'Europe, Mhm. j'étais pas le seul qui était au championnat d'Europe, qui représentait la Belgique et qui n'avait pas d'aide. J'étais pas le seul, ça je le répète et je le dis. Moi, quand je parle, c'est pour tout le monde, je parle pas que de mon cas. Et je disais que je trouvais ça scandaleux d'aller représenter la Belgique bénévolement. Enfin, ouais, c'est bénévolement Oui. en fait. Mhm. Parce que les gens nous voient à la télé, ils pensent, ouais, bah, ils ont des contrats, ils sont bien, ceci, maintenant, pas du tout. C'est vraiment du bénévole, quoi. C'est bénévolement. J'ai mis l'argent de ma poche pour réussir, et puis voilà. Et puis des fois, on me dit, enfin, on a parlé avec la ministre, et elle me dit que les contrats de sport de haut niveau sont limités, je sais plus à combien. Bah, ok, c'est de trouver des solutions. C'est de trouver des sponsors publics. Ils ont des contacts. Faut pas me dire qu'ils n'ont pas un carnet de contacts. Ils ont un carnet, je suis sûr. Ils ont le bras long. Ils peuvent trouver des sponsors privés qui vont sponsoriser, je veux dire, les athlètes qui ont besoin pour pouvoir arriver à l'excellence. Nous, on nous casse la tête, on nous bassine avec ça, on nous dit à chaque fois, et on est évalué chaque année, hein, quand on est sous contrat, etc., ouais, des critères d'excellence, et ceci, cela. Donc on nous demande d'atteindre l'excellence à chaque fois. Et c'est un système qui n'est même, je ne parlerai même pas d'excellence, mais qui n'est même pas dans dans cet état d'esprit, dans cette recherche de l'excellence, qui nous demande d'être parmi le top niveau mondial. Si on n'est pas, en fait, si on n'est pas représenté et qu'on n'est pas entouré de personnes qui savent déjà ce que c'est l'excellence, comment voulez-vous que les athlètes belges arrivent à aller toucher ce Graal? Il n'y en a qu'une qui l'a fait parce c'est une athlète fantastique, c'est Nafi Thiam. Mais il y en a une, c'est grâce à son talent. Si on prend, je prends de la famille Borlée, il y a les gens qui l'aiment pas, il y a des gens qui l'aiment, et c'est un monsieur incroyable et il fait des choses incroyables, c'est Jacques Borlée. On peut Qui ont dire ce dû, qu'on veut. et finalement, lui comme Nafisa Toutiam, ils ont dû aussi, eux, se battre avec ce Bien système. sûr. Mais Jacques, comment est-ce qu'il a réussi? Il a compris qu'il fallait faire une structure et qu'il avait des sponsors publics. C'est ce qu'il a fait. Ce que la fédération devait le faire, il l'a fait tout seul pour son groupe d'athlètes, pour ses enfants et les athlètes qu'il avait. Et il a touché l'excellence. Toutes les médailles qu'il a ramenées de la Belgique, c'est qui? C'est Jacques. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et il faut mettre des gens compétents, voilà, sur des postes de la fédération. Aujourd'hui, ça pourrait clairement décourager des jeunes athlètes qui sont là en train peut-être d'avoir le même rêve que toi, de participer aux championnats d'Europe, aux Jeux olympiques, aux championnats du monde. Ça peut les décourager, tout ça? Découragé, je pense pas, parce qu'ils ne réalisent pas en fait la gravité, de ce qui se passe. Je pense qu'ils sont comme moi quand j'étais jeune. On fait pas attention du tout à la fédération. On est habité par un rêve, on a envie d'arriver aux Jeux Olympiques, etc. Et on se donne les moyens pour y arriver. Mais à un moment donné, ils vont arriver où ils seront obligés de faire face à ces instances qui sont pas compétentes. Et ça risque de coincer. Et ça risque de coincer. Ça passe ou ça casse. Tu deviens super excellent, bah, voilà, Nafitiam, tu te fais toi-même, ça passe. Tu arrives à la limite, t'es bon, mais il te manque quelque chose pour aller chercher. Ben, ça n'ira pas, ça ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, tu es prêt encore à te battre pour ces jeunes athlètes, justement, pouvoir raconter cette histoire et peut-être aller plus loin pour espérer, si même là, entre-temps, il n'y a toujours rien qu'à changer, espérer que ça change un jour? Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai pris du recul là, par rapport à l'athlétisme. Quand je me suis arrêté, j'étais vraiment dégoûté, je voulais plus rien savoir. Mais en fait, c'est un sport que j'aime et c'est une passion. Et je me suis toujours dit, non, en fait, il faut que je continue à me battre pour essayer de changer les choses. Quand j'ai vu ce qui s'est passé avec Nafi, ça m'a mis hors de moi. Mais hors de moi. C'est fou. Enfin, franchement, c'est dingue. C'est dingue. Ici, on avait encore la chance d'avoir, en tant que président de la fédération, Jacques Bourlet. C'est quelqu'un qui sait ce que c'est le sport de haut niveau. Je dis pas qu'il est
il est irréprochable, on a tous nos défauts. Hein. Mhm. Ça, Jacques, je le connais, enfin, je l'ai au téléphone, etc. Il a peut-être une grande gueule, etc. Mais voilà, c'est ce qui fait son personnage. Mais c'est quelqu'un qui sait ce que c'est l'excellence. S'il est président de la fédération, il arrivera à mettre en place toute une structure pour pouvoir accompagner les sportifs de haut niveau. Il l'a fait sans la fédération, avec son groupe. Si on lui donne les clés de la fédération, il peut le faire. Malheureusement, je ne sais pas, avec du copinage, je ne sais pas ce qu'on a promis au président, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est les présidents de tous les clubs qui votent Mhm. pour le président d'athlétisme. Ils ont voté pour Madame Maillot. Ouais. C'est une politicienne du MR. Ok. Femme politique, je n'ai rien contre elle aussi. Mais à un moment donné, c'est ce qui cale. Mettez-nous des gens qui connaissent le sport de haut niveau. Aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que tu retiens? Quel est pour toi ton plus grand apprentissage sur toute cette carrière sportive ou rien que de vie aussi par rapport à toutes ces années qui se sont écoulées, déjà en tant que sportif et puis maintenant les quelques années de retraité de l'athlétisme? Moi, ce que j'ai appris, c'est que quand je veux quelque chose, il faut que je me donne les moyens. C'est ce que l'athlétisme m'a appris. Il faut que je dépende de personne. Je suis le seul maître de mon destin. Et voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est ce que l'athlétisme m'a appris aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a encore, on a compris, et tu l'as dit, ça pouvait te dégoûter de l'athlétisme, mais il me semble que pas tout à fait, parce qu'on parle de retraite, mais il me semble que tu remets doucement un pied dedans. Doucement, ouais. Voilà, le sport, c'est toute ma vie. Et il a fallu que je fasse ce sport pour, je veux dire, après journée, décompresser. Et puis, ça fait partie de ma vie, quoi. J'ai essayé de faire une période sans sport. C'était catastrophique. Psychologiquement, j'étais... Aïe, 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 ça a été dur pour mon épouse et ma famille. Ah, non, 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 ça, je l'avoue. Et donc, du coup, je me suis remis un peu au football. J'ai essayé de football. Malheureusement, je me suis fait les ligaments croisés. C'était embêtant. Et puis j'avais un peu de mal avec les mentalités un peu au foot. C'est pas les mêmes valeurs et le même esprit qu'on a en athlétisme. Et puis petit à petit, j'ai eu un ami, enfin une connaissance qui m'avait contacté, qui me disait qu'il faisait du marathon, enfin qu'il aimerait bien faire du marathon, qui venait de s'y mettre, etc. Il avait fait 3h04. Et il me dit, bah voilà, j'ai commencé la course à pied, Tariq, est-ce que voilà, tu peux me conseiller un petit peu? Ok, ça va. Alors, je dis, bah, ça va, mais voilà, je te donne quelques petits conseils. Et au fil en aiguille, j'ai commencé à remettre les chaussures, aller avec lui, courir, etc. Un peu le coacher et tout. Mhm. Et, euh, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai recommencé à remettre les chaussures. C'est vraiment parce que quelqu'un est venu me demander des conseils. Au début, je voulais pas du tout. Et puis, au fil en aiguille, je me suis dit, allez, pourquoi pas? Et puis après, voilà, c'est une autre satisfaction que j'ai trouvée. Hein. C'est quand la personne m'appelle et ah, Tariq, voilà, j'ai battu mon record sur ça, j'ai fait ça. C'est une satisfaction personnelle. Et je Et me dis, voilà, je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas maintenant être dans un. Peut-être pas ouais, courir pour mon plaisir, oui. Plus pour aller chercher la haute performance. Ça, c'est. Voilà, j'ai plus le temps et je ne saurais plus. Et j'ai plus l'envie. Mais vraiment, je commence vraiment à me poser la question si à un moment donné, je ne dois pas être dans le partage. Partager mon expérience, partager mon vécu. Ça a très bien fonctionné avec cet athlète-là qui a couru ici à Valence 2h46, donc il a quand même gagné 20 minutes en un an, c'est génial. Et je me dis pourquoi pas une nouvelle, je veux dire un nouveau livre on a fermé l'ancien du coureur, et ouais, c'est un nouveau livre qui va peut-être s'ouvrir. et pourquoi au début c'était un non catégorique, tu ne voulais pas aller là-dedans? Euh, Déjà de un, parce que je pense que l'athlétisme, ça m'avait un peu voilà, au-dessus de la tête, et je me suis dit, ok, même si je réentraîne des athlètes, ça va être encore à un moment donné, arriver, je veux dire, peut-être que j'aurai un athlète qui sera performant, et encore arriver face à une fédération qui n'a pas changé du tout, donc ça ne m'intéressait pas du tout. Mhm. J'ai passé même des... J'avais cette idée-là de partager mon expérience, mais dans le football. Donc j'ai même passé mes diplômes UEFA. Et puis à un moment donné, je me suis dit non, l'athlétisme, c'est ma passion. Si je dois partager quelque chose, ce serait dedans. C'est là où j'ai vécu énormément de choses, des expériences de fou. Euh,
Puis voilà, c'est vrai qu'au début, je vais dire, je me sous-estimais, on va dire ça comme ça. Mhm. Tu Tu te sentais pas légitime, ouais, peut-être? c'est vraiment ça. Je me disais, je suis pas légitime. Il y a des préparateurs physiques qui sont là et on est plusieurs fois venus me trouver, même des joueurs de foot qui sont venus me trouver pour travailler l'endurance, la vitesse. Et moi, je disais, écoutez, moi, je suis pas légitime, il faut aller vers des personnes qui ont des diplômes, ceci, cela, ok. Bah. Toujours fonctionner comme ça. Et puis, petit à petit, bah, je me suis pris au jeu, je me suis dit, allez, ça va, je me prends, mais vraiment, quand j'ai un peu le temps, Pour te faire plaisir à toi, voilà, oui. ouais, si je lui fais plaisir, et puis voilà, je donne j'explique un petit peu, un petit programme, endurance, et puis avec un tel, je vois que il est super content, le papa me fait un bon retour, ouais, il a super bien évolué au niveau physique, endurance, c'est top, est-ce que tu peux travailler ça, puis est-ce que tu peux travailler un peu avec lui le mental, et puis il revient de me retrouver, ouais, c'est génial sur un terrain, c'est devenu une machine, etc. Donc, je me suis dit, ok, ben c'est bien, Une fierté aussi derrière. bien sûr, non, bien sûr, parce qu'en fait, moi j'ai toujours été dans le partage, et je me suis toujours dit, si je peux aider la jeunesse à accomplir le rêve, ça doit être super, c'est génial. Et puis ici, justement, bah, mon ami qui m'appelle et que je suis maintenant, qui a fait 20 minutes, qui a évolué de 20 minutes sur marathon, je me suis dit, ouais. Et il me pousse, il me dit, ouais, faudrait que tu passes le cap et et voilà, que tu proposes tes services, tu fasses des plans d'entraînement, c'est super ce que tu fais, etc. Et puis aussi, je me suis dit, en fait, un diplôme, oui, c'est bien, c'est des connaissances, etc. Mais en fait, j'ai pris conscience que rien ne changera vraiment l'expérience et la pratique. Mhm. Ça, c'est quelque chose en fait qu'on ne saura pas m'enlever et qui n'est pas donné à tout le monde. Voilà, avoir passé des années en tant qu'athlète de haut niveau, Mhm. il y en a pas énormément. Non, c'est clair. Je me suis formé, hein, j'ai fait en train de faire les diplômes ADEPS, je fais initiateur sportif, en faire éducateur, etc. Ouais, si, ça, je me forme. Beaucoup de contacts avec des entraîneurs de haut niveau qui m'ont suivi, qui me partagent un peu leur philosophie d'entraînement. Je fais beaucoup de recherches aussi, par moi-même, autodidacte, on va dire ça comme ça. Et je me dis, bah, pourquoi pas? Donc ici, bah, je me dis, ça va être nouvelle année, 2026 arrive bientôt. De nouveaux objectifs. Voilà, nouveaux objectifs. Donc à partir de janvier, je pense que je vais me lancer en tant qu'entraîneur. On peut dire ça comme ça, ouais, entraîneur. Ça fait quoi justement d'avoir à nouveau des objectifs sportifs, alors différents, mais des objectifs sportifs quand même? Ah, c'est excitant, c'est trop bien. C'est génial, si. C'est c'est- c'est une autre sensation, une autre excitation. J'ai, Comme je disais, j'ai mon athlète, là, Oussama El Hajaji, qui a fait les marathons de Valence. Je me suis réveillé à 8h30 du matin et je suivais sur l'application, mais j'avais tous les 5 kilomètres et je lui laissais des messages vocaux comme ça et il en rigolait parce que il me disait, je les ai écoutés, je rigolais parce qu'il me disait, je sentais en fait que tu vivais le moment avec moi. Et c'est vrai que quand il me les a fait écouter, je me suis Après rendu coup. compte aussi, ouais, je me suis dit, ah, c'est vrai que c'est marrant. Mais ouais, c'est encore un autre état d'esprit, c'est génial. Et tu pensais il y a quelques années, enfin visiblement non, puisque tu ne te sentais pas Ouais. légitime, mais te dire bah finalement il y a encore de l'excitation qui arrivera dans ce sport qu'est l'athlétisme. Ouais, si, ouais, j'y crois, franchement. Maintenant, c'est vraiment, il y a cette idée-là qui germe dans ma tête depuis un moment, et je suis en train de me dire, c'est le moment. C'est le moment. Voilà, j'ai pris confiance en moi, et maintenant, je me sens légitime, et je me dis, c'est le moment. Il faudrait peut-être passer le cap. Ben, on sent que 2026 va être riche pour toi. Alors peut-être pour terminer doucement cette émission, si un jeune sportif aujourd'hui se présentait à toi, te disait qu'il veut arrêter parce qu'il n'en peut plus, qu'il est peut-être aussi plus bas parce que ça lui fait peur, ce qu'on entend aujourd'hui sur les fédérations, etc. Qu'est-ce que toi, tu lui répondrais? Moi, je lui répondrais que voilà, il faut d'abord écouter son cœur. Si vraiment l'athlétisme, c'est sa passion et qu'il a envie d'y arriver, moi, je le dis et je m'engage, et je pense que c'est pour ça que je vais me lancer en tant qu'entraîneur. Si un jeune a un rêve et qu'il vient me trouver et qu'il a envie, je sais pas, de rêver de Jeux Olympiques, je peux pas lui promettre euh, des choses que je ne peux pas gérer par rapport à la fédération, mais je peux lui promettre que je me battrai et que je ferai tout, je mettrai tout en place pour qu'il puisse réussir paisiblement.
On arrive à la fin de ce podcast, déjà 50 minutes passées ensemble. Alors, je t'avais dit que tu n'y échapperais pas. C'est l'occasion pour toi maintenant de laisser un mot ou une phrase pour les prochains invités. Alors, évidemment, tu ne sais pas qui ce sera. Et pour être honnête, moi non plus encore. Et nous, on le découvrira je m'en doute un peu ici. à ce moment-là, comme toi, tu as pu le faire tout à l'heure avec la phrase d'Armand. Voilà, je te laisse écrire tout ça. Merci en tout cas, Tariq, d'avoir accepté cette invitation. Ce que tu as partagé aujourd'hui, c'était pas juste une histoire de sport. Merci à vous aussi qui avez écouté Zéro Excuse. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode où encore une fois, on parlera vrai. À bientôt tout le monde.